Moteur. Action. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. אני חוזר, אני חוזר, אני חוזר, אני חוזר. Salut à tous, comme tous les dimanches, on se retrouve pour l'émission Tzomet 67, votre émission enregistrée depuis Israël pour Radio Judaïka Strasbourg. Je suis David Saba et avec nous on retrouve Uri Lévy, notre chroniqueur qu'on n'a pas entendu depuis longtemps. Salut David, bonjour à tous. Ça va, t'as fini de chômer depuis le temps qu'on t'a pas vu Oui, je me suis l'émission. d'ailleurs bien préparé pendant tout ce temps. Tu nous as pas boycotté, mais tu vas parler de boycott pendant l'émission un peu plus tard. Très beau clin d'œil. En tout cas, ça nous fait très plaisir de te revoir, Uri, dans l'émission. À moi aussi. Tu nous as manqué. Nous sommes à Jérusalem et alors que le pays subit encore et toujours des attaques terroristes quotidiennes, nous allons parler de musique. Et oui, puisque la musique, comme vous le savez, adoucit les mœurs et pas n'importe quelle musique, puisqu'il s'agit d'un colosse de la chanson française qui nous a laissé un joli patrimoine. J'ai cité bien sûr Georges Brassens. Alors non, il n'est pas en Israël en ce moment, il n'est pas non plus des nôtres depuis le 29 octobre 1981. Isaac Atia a repris les plus grands succès de Georges Brassens. Il est installé en Israël depuis 20 ans déjà et fait une tournée musicale depuis quelques temps avec sa guitare dans plusieurs villes du pays depuis un petit moment. Bonjour Isaac Atia. Bonjour à tous. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, enfin jusqu'à présent c'est un plaisir. Ce sera un plaisir dans la demi-heure qui suit. Alors on est dans le mois de la francophonie en Israël. On a eu la semaine de la gastronomie il n'y a pas si longtemps que ça. Et maintenant on parle de musique. Et ensuite, c'est le cinéma qui sera à l'honneur. Mais en attendant, on va parler spécifiquement de votre tournée. Avant d'en parler, on veut vous connaître. Qui êtes-vous ? Ah, la question piège. Je m'étais préparé à beaucoup de questions et pas à celle-là. Chacun se demande qui il est. Jusqu'à la fin de sa vie, on essaye de savoir qui on est. En tout cas, disons que je suis quelqu'un qui aime chanter depuis longtemps. J'ai même commencé à chanter tout jeune en France dans des cabarets tout de suite après mon bac et j'étais même au petit conservatoire de Mireille s'il y a des gens qui sont encore qui se rappellent de cette époque et ensuite donc j'ai fait des études de littérature et des études d'histoire ensuite liées à la littérature et je suis en Israël donc depuis 20 ans. Je suis en fait historien de formation et je travaille à Yad Vashem sur la recherche sur la Shoah. Mais mon domaine, c'est plutôt la littérature et la Shoah. C'est plutôt la manière de témoigner. Est-ce que les mots peuvent dire ce qu'on appelle l'indicible, etc. Et depuis une dizaine d'années, je n'ai jamais arrêté de chanter, mais depuis une dizaine d'années, j'ai ressenti le besoin très fort, d'abord de savoir qui j'étais, et ça répond, ça vous explique pourquoi j'ai tant de mal à vous dire qui je suis, déjà de savoir qui j'étais, et ça m'a permis de retrouver ma guitare et de rencontrer au passage quelqu'un que, je ne dis pas que j'avais boudé, mais j'avais jamais vraiment osé pénétrer dans ce monde qui était un peu bourru de cet univers de Georges Brassens, de ses chansons. Et là, j'ai commencé à pénétrer depuis une dizaine d'années et non seulement je ne sors pas de cet univers-là, mais j'ai l'impression qu'il nous ouvre vers beaucoup d'univers très proches de nous, bien qu'au départ, ça nous semble totalement étranger, mais on se retrouve très profondément dans l'œuvre de Brassens, l'œuvre poétique de Brassens. Alors c'est votre travail à Yad Vashem, on va dire, sur tout le thème de la Shoah et donc le questionnement de l'humanité qui vous a peut-être amené à ce... Non, en fait, le travail de Yad Vashem, c'est... Toutes mes études m'ont amené à travailler dans ce domaine-là, de l'humain dans ce laboratoire de l'inhumain qui s'appelle les camps d'extermination et autres. Mais ce qui m'a posé des questions, d'abord c'est peut-être des phases. Vous savez, à certains moments, on a des enfants qui grandissent, on passe des phases de vie différentes, donc on se pose des questions. Et en fait, il s'est passé aussi, il y a quelque chose, il y a 10 ans, il s'est passé qu'il y a eu des Juifs qui ont été expulsés du Gush Katif. Et pour moi, et pour beaucoup de gens, on ne le sait pas parce que ce sont des choses qui se passent en profondeur.
beaucoup de jeunes, beaucoup de gens ont changé complètement à partir de ce moment-là. Il y a une sorte de... Bon, on peut voir l'événement comme un événement de surface, d'une expulsion, des négociations, enfin de ce qu'on veut. Mais pour beaucoup de gens, pour moi, ça a été quelque chose... Je me suis rendu compte que, en fait, je suis en Israël pour des raisons idéologiques, parce que je suis juif, des raisons religieuses aussi. Je suis sûr que nous sommes dans une période messianique, que ça fait 2000 ans qu'on attend de recréer notre État, de reparler notre langue, etc. Donc, on vit des tas de choses qui sont d'une dimension historique énorme. Et puis au bout du compte, on oublie d'être soi-même. On oublie d'être un type normal, un type avec une guitare. Avec une guitare et avec son plaisir, avec son propre plaisir. Et si vous voulez, je me suis rendu compte que le destin collectif du peuple juif, il est bien joli, mais si chaque juif, il n'est pas lui-même, ça sert strictement à rien. C'est vrai. Et alors voilà ce tremblement de terre qui s'est passé il y a à peu près 10 ans. Et c'est pas par hasard que j'ai rencontré Brassens, parce que Brassens, si vous voulez, c'est le type même du personnage authentique qui a mauvaise réputation, mais qui en a pas grand-chose à faire d'avoir mauvaise réputation, parce qu'il sait lui-même que ce qu'il fait le rend en joie, et que c'est lui-même qu'il est en train de découvrir au fur et à mesure. C'est marrant, vous nous disiez que Georges Brassens, vous ne l'avez pas découvert en France, et pas par nostalgie du patrimoine français, mais c'est en Israël que vous l'avez découvert justement. Oui, je l'ai découvert en Israël. Bon, on va nuancer un peu. Tous les Français de mon époque connaissent Brassens. Tout le monde, on avait tous des disques, nos parents écoutaient ça, etc. Donc on le connaissait. Mais je l'ai redécouvert ici, et il y a quelque chose, vous savez, il y a quelque chose de très... si vous voulez, le fait d'être juif, c'est aussi d'essayer de comprendre, de savoir que tout est important. C'est-à-dire que, bon, on n'est pas obligé d'être sérieux à tous les moments de sa vie. On est là pour rigoler. On n'est pas là que pour rigoler, mais on est là aussi pour rigoler. Mais on est surtout là pour voir qu'il y a un sens dans tout ce qu'on fait. Même si c'est drôle, même si c'est inattendu, il y a un sens, il y a des significations. Et c'est pas à vous que je vais apprendre, tout le monde le sait, les auditeurs le savent, s'ils habitent Strasbourg, ils le savent aussi. Les Juifs s'intéressent au sens. Les Sémites, c'est la sémantique, c'est le sens. Mais moi, j'ai fait mes études dans le domaine de la sémantique. Et avec Brassens, on est dans le niveau de la recherche du sens. On est avec pratiquement le plus grand auteur. Et si c'est le plus grand... Pour moi, c'est le plus grand poète du XXe siècle. D'abord parce que c'est le plus lu, le plus chanté, le plus écouté, qui a touché le plus de monde. Et il a une particularité, Brassens, c'est que Brassens n'utilise pas la langue pour lancer des messages, mais s'utilise lui-même pour écouter la langue. Alors c'est surprenant parce que vous disiez justement au début d'émission, ça fait 20 ans que vous êtes installé en Israël, avec tout le changement linguistique que ça implique, de faire Nulpan, de parler une nouvelle langue, de connaître des nouvelles racines, et vous revenez, on va dire, à votre, au grand héritage, au riche héritage culturel français, en faisant revivre, on va dire, si faire partager la langue française ici en Israël. Écoutez, déjà, bon, dans mon cas précis, j'ai beaucoup travaillé depuis 20 ans avec des publics francophones. Donc, je me suis pas vraiment noyé et j'ai pas vraiment oublié le français. Maintenant, ce que j'ai appris de l'hébreu, c'est de l'hébreu qui permet de me débrouiller, de parler, de travailler. Mais je n'ai pas acquis la beauté. C'est-à-dire, quand j'entends certaines personnes parler en hébreu parfois, je dis, j'adore, c'est beau. Mais dans le monde du travail, l'hébreu qui est de tous les côtés, c'est pas quelque chose avec lequel je me relie. C'est-à-dire, l'hébreu, c'est une langue de communication. Je m'en sers comme langue de communication, mais pas du tout dans une langue de culture. Alors Isaac Attias, si vous le permettez, on va faire une petite pause musicale en écoutant un extrait d'un de vos concerts où vous chantiez un des plus grands succès de Brassens, Auprès de mon arbre. Voilà, on écoute et on se retrouve tout de suite après dans l'émission de Sommet 67. Je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne, Valancelle-là, qui bien sûr laissait beaucoup trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais les billes auprès de mon arbre. Je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre, auprès de mon arbre. Je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter les yeux. J'avais une mansarde pour tout logement,
avec des lézardes sur le firmament. Je savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'emmenais mes belles connues faire un tour sur la grande ours. J'habite une mansarde, il peut désormais tomber des hallebardes. Je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi, j'y paie des prunes. Il y a 107 ans qui dit mieux que j'ai pas vu la lune auprès de mon arbre. Je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Merci. Et vous êtes de retour dans l'émission Sommet 67. Les paroles que vous venez d'écouter ont été écrites par le génie, le géant Georges Brassens, le regretté Georges Brassens, interprété par Isaac Attias, qui est avec nous. Bonjour, rebonjour Isaac. Bonjour. Alors justement, vous faites une tournée, on en parle dans cette émission, en Israël depuis quelques temps. Vous prenez votre guitare et vous faites des salles de concert pour un public majoritairement francophone, je pense. Oui. Avec votre guitare. La guitare, ça fait depuis combien de temps que vous en jouez? Où est-ce que vous avez appris? La guitare, c'est un instrument que, quand j'ai commencé à chanter il y a quelques années déjà, une trentaine d'années, j'utilisais la guitare, mais j'ai jamais vraiment c'était un instrument pratique pour moi, mais j'aimais pas la guitare du tout. Je préférais le piano, la vérité. Le piano, c'est un vrai instrument noble avec un orchestre dans son ventre, c'est fabuleux. Et puis j'ai redécouvert la guitare. Encore une fois, il y a une dizaine d'années, pareil, j'ai redécouvert la guitare en me cherchant moi-même. C'est un instrument, la guitare, qui est, beaucoup plus intime, beaucoup plus naturel, et qui offre des possibilités de sortir quelque chose qui est plus proche de soi. Et donc, voilà, je prends ma guitare, en effet, j'accompagne Brassens. Maintenant, vous savez, il y a des milliers de manières. Déjà, sur un même accord, il y a 4 ou 5 endroits où on peut jouer ce même accord. Il y a des milliers de manières de l'accorder, de l'accompagner. Ça a été pour moi un véritable... je dirais pas un parcours du combattant, mais une découverte. C'est-à-dire que je me suis toujours posé la question, comment ça se fait qu'il y a des gens qui étaient rebutés par la musique de Brassens? Et quand on apprend à jouer ces chansons, on se rend compte qu'il y a des nuances harmoniques absolument fabuleuses. Vous savez qu'il existe des Roland Diens, par exemple, guitariste classique, qui fait des disques rien que des musiques de Brassens sans les paroles. Il y a des musiciens de jazz manouche qui font des disques qui sont disques d'or, rien que ces musiques-là, parce que c'est une finesse extraordinaire. Et j'avais jamais compris comment ça... Bon, Brassens, lui, composait au piano, reportait ensuite à la guitare et faisait des accords plaqués comme ça avec un contrebassiste. Et si vous voulez, en regardant l'histoire de Brassens, qui lui a dit à un moment donné, j'ai osé chanter sur scène quand j'ai entendu Félix Leclerc. C'est un poète et chanteur canadien qui était venu en France. Et c'est ça qui m'a donné le courage de chanter avec ma guitare. Et Brel a dit exactement la même chose, parce que Brel chantait avec une guitare au début. Alors je suis allé écouter Félix Leclerc, comment il se servait de sa guitare, puisque justement c'est ça qui avait donné envie à Brel et à Brassens de chanter avec une guitare. Et en fait, il s'en sert comme une harpe, pas du tout comme une guitare. Et c'est ça qui me plaît. Donc voilà, j'accompagne, j'essaie de trouver des arrangements qui permettent surtout, si vous voulez, j'essaie pas de trouver un style différent, je suis respectueux tout à fait du style, mais à ma manière. La seule chose, c'est que je veux respecter les paroles et la musique au maximum et que les gens entendent les paroles. Ici, en fait, je peux vous dire que c'est un challenge. Il y a des gens qui n'aiment pas Brassens. Il y a des gens qui sont rebutés et qui veulent même pas en entendre parler. Ils veulent même pas entendre la première note. Alors des fois ils viennent à mes spectacles parce que leurs conjoints sont des fans. Ouais. Oui, les conjoints sont des fans, donc il faut bien supporter. Et ils aiment, parce que le challenge, c'est d'arriver à faire aimer, découvrir Brassens à des gens qui ne connaissent pas. Et avec le public français en ce moment, cette alchimie est en train de se faire. Beaucoup de gens ne connaissaient pas et le découvrent. Et la deuxième alchimie qui est en train de naître, c'est qu'il y a des fois des Israéliens qui viennent et qui ne sont pas du tout francophones. Par exemple, j'étais à Jérusalem dans un théâtre qui s'appelle Théâtre Khan, et il y avait des abonnés qui avaient des spectacles, et donc ils avaient décidé,
puisque ils avaient un prix spécial, donc de venir écouter un spectacle qui était entièrement en français et ne parlait pas du tout le français. Et ben, deux en particulier, il y en avait peut-être plus, mais sont venus me voir, et je l'ai eu dans d'autres concerts, ça, en me disant qu'ils en avaient adoré. Alors je me demande pourquoi. Il y a tellement de choses à comprendre que n'ont pas compris. Apparemment, de manière intuitive et de manière subliminale, il y a une certaine joie de vivre, et il y a un humour, vous voyez, qui passe et qui a été transmis sans avoir besoin de comprendre le sens exact. C'est magnifique. Bah justement, Brassens et Israël, on va en parler dans un petit moment. Uri Lévy, tu es avec nous dans l'émission, notre chroniqueur qu'on n'a pas entendu depuis longtemps. Et justement, en ce moment, l'actualité est toujours pas toujours toute rose en Israël. On va en parler avec toi, Uri, si tu veux bien. Quel bonheur de retrouver le micro, mais ces retrouvailles sont aujourd'hui teintées d'une certaine pression, puisque avec ce que vous venez de dire, Isaac Attias, sur la langue française, j'ai un peu peur de fauter. Mais bon, je me lance quand même. Le 27 septembre 2000, Ariel Sharon, Arik de son petit nom, alors chef du Likoud, monte sur le mont du Temple. Comme on s'en souvient très bien, la deuxième intifada débuta ce jour-ci. Imad El-Falouji, alors ministre palestinien des Postes et des Communications, révéla que cette montée de violence était déjà planifiée. Dis donc, quelle surprise! Un cycle de violence extrême commençait à déferler sur Israël. Ariel Sharon avait apparemment donné toute légitimité au mouvement terroriste palestinien d'envoyer leurs shahids, martyrs, équipés de ceintures explosives, semer la mort et la terreur dans les bus, cafés, restaurants d'Israël. L'État juif décidait donc de renforcer sa sécurité en édifiant la fameuse barrière de sécurité, ou mur de la honte, ou encore mur de l'apartheid. Le 9 juillet 2004, la Cour internationale de justice rendait son avis au sujet de la barrière de sécurité israélienne, contraire au droit international. Un S à contraire, car le régime qui a édifié la barrière est également contraire au droit international. Pour fêter son premier anniversaire, 171 ONG palestiniennes lançaient la campagne BDS, Boycott, Désinvestissement, Sanctions, dont le but est triple. La fin de l'occupation et de la colonisation des terres arabes, l'égalité complète pour les citoyens arabo-palestiniens d'Israël, ainsi que le respect du droit au retour des réfugiés palestiniens. En d'autres termes, faire pression sur l'État juif afin qu'il se conforme au droit international et aux résolutions de l'ONU. Entre autres actions, parmi les dernières en date, celle effectuée à l'encontre de l'entreprise très connue SodaStream. Pourquoi déjà ? Eh bien parce que SodaStream avait, une usine en Cisjordanie, ou en Judée et Samarie, et exploitait entre autres des travailleurs palestiniens en les faisant travailler contre espèces sonnantes et trébuchantes. Comme résultat de cette action si belle et si juste, l'entreprise a décidé de relocaliser son usine à Lehavim, dans le nord du Negev. C'était en octobre dernier. Sur les 500 employés palestiniens, seulement 74 avaient obtenu l'autorisation de suivre leurs collègues du côté israélien. Malgré son combat contre les autorités israéliennes pour renouveler leur autorisation de travail, SodaStream a échoué. Les 74 rescapés du BDS ne peuvent finalement pas continuer l'aventure, et ce depuis début mars. À vouloir défendre le peuple palestinien, la noble cause du mouvement anti-apartheid crée l'effet inverse, jusqu'à enlever le pain de la bouche de ceux qu'elle est censée protéger. Un proverbe français dit bien « Il n'est pire ennemi que ses proches ». Ma chronique, je dois vous l'avouer, j'ai commencé à la rédiger hier soir. 21h22, server is overloaded. 21h35, server is overloaded. 21h41, server is toujours overloaded. 21h53, serveur est encore et toujours overloaded. Voici ce que le site internet du mouvement pacifiste Boycott, Désinvestissement, Sanctions m'indique lorsque je tente de m'y connecter. Alors, soit leur site est en chantier, soit énormément d'internautes souhaitent comme moi s'y connecter, et pas forcément pour les mêmes raisons que les miennes, soit c'est encore un coup de l'unité de cyberguerre du régime sioniste. Merci beaucoup, Uri. Justement, cette actualité, on parlait justement, Uri vient d'en parler du boycott d'Israël. Un petit mot sur ça, Isaac Attia, de toute la mobilisation internationale autour de la question d'Israël. De toute façon, j'avais lu une fois un article disant qu'il n'existe pas une maison dans le monde qui n'a pas des produits israéliens et en nombre, qui n'utilisent pas la clé USB ou qui n'utilisent pas tous ces systèmes-là.
Donc, je crois que... Vous savez, ça me rappelle quand j'avais fait des études sur l'antisémitisme, il y a pas mal de temps, sur la Shoah et l'antisémitisme, et on parlait de l'antisémitisme chrétien avec les bulles du pape, et le pape interdisait d'aller manger avec les juifs, interdisait de faire ceci et faire cela. Et c'était des bulles, des écrits, des arrêtés qui montraient qu'on mettait les juifs à part, etc. Et pourquoi on mettait les juifs à part ? Parce que les chrétiens de l'époque ne demandaient qu'une chose, vivre avec les juifs, être avec les juifs. C'est-à-dire c'était l'inverse, c'était l'indice inverse. Le fait qu'on prenne des mesures pour marquer les juifs, pour faire des ghettos, ça indiquait que la population environnante avait l'habitude d'être avec les juifs, alors il fallait faire attention. Et bien, le BDS, c'est exactement ce qui se passe, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de boycotter Israël, c'est simplement l'indice qu'Israël est complètement présente dans la vie économique, sociale et même culturelle de beaucoup de pays. Prenez la France. Combien de chanteurs franco-israéliens, comme ils les appellent, je ne parle pas simplement d'Idan Reichel, mais Naïm, Yael Naïm, ou Karenan, ou des chanteurs très connus qui sont des Israéliens, purs et simples. Donc, je crois que c'est simplement, moi je vois plutôt comme la bête qui est en train de faire son dernier cri, c'est-à-dire qu'on veut absolument se passer d'Israël, on veut absolument, mais personne ne se passe d'Israël, personne ne se passe, ni les universitaires, ni les scientifiques, dans aucun domaine. Donc, je crois qu'il faut le prendre comme ça. Il faut, bien sûr, il ne faut pas l'accepter. Il ne faut pas l'accepter, mais je ne pense pas que ça soit quelque chose qui va nous faire vraiment du mal. Voilà, exactement. On avance. Oui, tu es de cet avis aussi. Personne ne se passe d'Israël. Effectivement, d'ailleurs, même dans un autre domaine, vous avez cité les universitaires, les scientifiques, entre autres, très récemment, à cause des drames que l'Europe connaisse avec, entre autres, Daesh. Il y a une vraie coopération sécuritaire. Des experts et spécialistes du monde de la sécurité israélien sont conviés, sont invités à Matignon, à l'Élysée, pour refaire tout le programme sécuritaire de la France. Donc, oui, tout à fait. Il y a quelque chose qui est comme ça. Si vous voulez, il y a beaucoup de bruit qui se fait. Et c'est vrai que les gens sont influencés par le bruit, par les buzz de ci, de là, mais en profondeur, lentement, le travail qui est en train de se faire, c'est qu'Israël se renforce, se bellifie, je pourrais dire même, au niveau de tout ce qui est l'esthétique d'Israël, qui devient de plus en plus raffinée, a une influence de plus en plus grande, et ça se fait doucement, malgré les petits cris, les petites opérations à droite à gauche. Je pense que maintenant, ce qui ne veut pas dire qu'on soit fleur bleue, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de vivre, qu'on puisse se faire poignarder par un gamin de 14 ou 15 ans, qu'il y ait une voiture qui puisse vous foncer dedans, etc. Ça a quelque chose d'assez affolant. C'est-à-dire que au niveau de la tragédie, au niveau du nombre de morts, ce que vous évoquez, c'est-à-dire les ceintures explosifs et comme kamikazes, qui s'appelaient comme ça, enfin soi-disant kamikazes, qui se faisaient sauter dans des autobus, ça faisait des dégâts énormes. C'était mieux pour la police pour pouvoir repérer, parce que c'était des gens organisés, des réseaux, etc. Mais les dégâts étaient énormes. Maintenant, les dégâts sont moindres parce que parfois ils font des morts, comme ça s'est passé hier. Parfois c'est simplement des blessés. Aujourd'hui, parfois c'est simplement des blessés et c'est eux-mêmes qui sont tués. Je rappelle que l'émission est enregistrée, donc c'était cette semaine. Voilà. Et donc il faut. Mais ce que vous voulez dire, je crois, c'est que ce sont des attaques isolées et beaucoup plus dures à prévenir pour les renseignements. Voilà, c'est très dur à prévenir et c'est surtout l'indice que quelque chose est en train d'éclater, de craquer de tous les côtés. Ce qui s'est passé en novembre à Paris était absolument affolant. Bon, encore, si on peut se permettre d'être cynique, on a eu entre guillemets de la chance que les kamikazes aient mal réglé leur montre. Oui, par rapport à quoi ? Par rapport à la sortie du match de foot. Oui, alors justement, écoutez, il faut bien comprendre ce qui se passe. Les grandes opérations comme ça de terreur ont toutes des particularités. J'ai lu des choses sur le Rwanda. Vous savez, quand il y a eu ce génocide au Rwanda, où ils ont utilisé la radio. Voilà, aujourd'hui, on parle la radio. Et c'est toutes ces radios régionales qui ont servi à fomenter ces génocides et à faire monter la mayonnaise, etc. Il est évident que dans le même domaine, c'est l'audiovisuel
qui est l'instrument, et c'est l'image qui est l'instrument de l'islam. C'est l'image. C'est pas par hasard si les juifs ne supportent pas l'image, si les juifs ne veulent pas être manipulés par les images, si les juifs préfèrent les mots avec le sens et l'étendue de signification des mots. Et cette histoire du Stade de France, c'est comme on a vu pour Mera, par exemple, qui s'est filmé, qui s'est auto-filmé en faisant son atteinte. C'est-à-dire que le jeu sur l'image est très important. Ils affolent les populations, ils montrent des têtes coupées, ils veulent eux-mêmes mettre en scène leurs opérations. Et ils recrutent. Et ils recrutent en faisant par là, des clips exactement. très modernes. Et je crois que d'une certaine manière, ça nous interpelle, parce qu'on vit dans une société d'images. Facebook, c'est que de l'image. C'est presque plus du texte, c'est presque plus des mots. Les mots n'ont presque plus de signification. Vous savez, on disait que, je reviens un peu sur Brassens, on disait que Brassens aimait la langue. Mais aimer la langue, c'est lui donner la parole, c'est-à-dire qu'une langue, quand on dit un mot, il y a 20 sens possibles et vous avez la possibilité de comprendre ce que vous voulez. Vous pouvez faire de l'exégèse, vous pouvez faire des commentaires sur chaque chose. Mais quand on utilise l'image, ou quand on utilise la propagande, et c'est ce que fait BDS par exemple, c'est-à-dire ils n'utilisent pas des mots, ils utilisent des signaux pour faire réagir les gens. Bon, c'est pas eux qui les ont inventés, les nazis le faisaient avant eux, et les chrétiens l'ont inventé avant, parce que la propagande, ça vient du christianisme, la propagation de la foi. C'était comment arriver à convertir les gens par des discours. Et nous, en tant que juifs, on s'inscrit en faux contre ça. On est des êtres humains doués de parole, donc on doit parler, donc on doit avoir une langue qui permet à l'autre de comprendre ce qu'il veut comprendre, de comprendre plus en profondeur, et nous-mêmes de découvrir, en utilisant certains mots, de découvrir les choses. Alors c'est un très beau message, le mouvement BDS français pourrait boycotter votre combat, faire une tournée Brassens, faire vivre les mots en Israël. En tout cas, pas nous. Je précise les dates. Vous êtes ce soir 13 mars à Tel Aviv au centre Suzanne Delal, le 14 mars à l'Institut français Romain Gary de Jérusalem, ou encore le 17 à l'espace francophone de Ashdod. Et évidemment, la suite de la tournée sera un peu plus tard en juin. On va, avant de finir quand même, on va parler d'une particularité, on en a parlé juste avant. Brassens et Israël, le lien, il est très simple. Des interprètes et des chanteurs et des auteurs israéliens ont traduit Brassens en hébreu. Yossi Banaï a interprété Brassens, traduit par Naomi Shemer, regretté Naomi Shemer. On écoute un petit extrait de la demande en mariage, on en parle vite fait juste après, et on se retrouve dans Sommet 67. אהובתי בשם עליון, אל נא נרצח את קופידון במו ידינו. רבות מדי האהבות שכבר נבלו בלבבות של ידידינו. על כן בשם כל הקדושים אני דודך, מצהיר בזאת שלא אבקש את ידך. Et de retour, on va finir cette émission de Sommet 67. Isaac Katia, c'est pas facile de traduire Brassens en hébreu. Naomi Shemer l'a fait. Vous le faites maintenant, apparemment. Oui, enfin, comme j'ai rencontré un public israélien qui adore même sans comprendre, donc je suis en train de préparer des traductions un petit peu différentes. Pas poétiques, un peu moins poétiques, mais un peu comme, vous savez, comme les films américains qu'on voit, tout en entendant la voix américaine, l'accent américain, l'ambiance, mais d'avoir quand même un sens minimal nécessaire pour pouvoir l'accompagner. Et pour moi, si vous voulez, c'est un très grand challenge. Vous savez, on parlait de la francophonie, là je chante dans le cadre de la francophonie. Il faut savoir qu'Israël ne fait pas partie officiellement de la francophonie. Pour des raisons politiques, Israël n'est pas un pays francophone soi-disant. Mais en fait, il y a 500 000 francophones en Israël et il y a non seulement des francophones, mais des Israéliens qui aiment la France et qui aiment la culture française. Donc, si vous voulez, le fait de le traduire, de le chanter, je pense que j'ai ici un challenge. Si j'arrive à faire aimer aux Israéliens Brassens, c'est pas simplement une claque à la France, c'est pas ça que je cherche. C'est de montrer que, en fait, Israël, les Israéliens, c'est un challenge. Pourquoi ? Parce que les Israéliens aiment la langue française et aiment la France
en dehors de toute politique, de tout ce qu'il peut y avoir de superficiel, si vous voulez, en profondeur. Et je crois que c'est un petit peu... si vous voulez, on est revenu ici vivre en Israël parce que c'est notre pays, c'est notre terre, mais il faut bien qu'on voit qu'il y a des cultures diverses ici. On n'a pas une culture israélienne. On a les Russes qui sont venus avec des richesses fabuleuses, les Américains, les Sud-Américains, de tous les côtés, les Iraniens, les Perses, enfin bon. Et chacun est revenu avec cette richesse-là, c'est-à-dire que chacun porte en lui ce qu'il y a de plus beau dans la culture qu'il a quittée. C'est-à-dire qu'il a abandonné la société, il a abandonné la politique française, mais par contre, la culture française, elle reste vivante en lui. Isaac Attia, c'est un très bel hommage que vous rendez à Georges Brassens, à la langue française, hébraïque. Nous, on est fiers de ça, le public francophone, en tout cas en Israël. On se fera une joie de vous applaudir. Je rappelle que ce soir, vous êtes à Tel Aviv, au centre Suzanne Delal, le 14 mars à l'Institut français Romain Gary de Jérusalem, le 17 mars à l'espace francophone de Ashdod, et la tournée continuera en juin. Merci infiniment. En tout cas, d'avoir accepté encore notre invitation dans l'émission de Sommet 67. Merci à vous. Uri, je te laisse conclure avec où est-ce qu'on peut nous retrouver ? Ah oui, ça c'est mon rôle. Alors, on peut nous retrouver pour les Strasbourgeois qui ont accès aux ondes strasbourgeoises sur le 102.9 FM. Sinon, sur Internet, sur le site de la radio, dans la rubrique « Écoutez la radio » tout simplement. Et l'émission se passe donc tous les dimanches à midi heure française et donc logiquement à 13h heure israélienne. Et rediffusé les mercredis à 20h heure française. Isaac Attia, juste pour terminer, où est-ce qu'on peut s'inscrire si on veut assister au spectacle ? Eh bien, écoutez, je vais vous donner un mail parce que chaque salle de spectacle a sa propre billetterie, mais si vous m'envoyez un mail, on vous renverra dessus. Alors, si vous pouvez noter, c'est atia, chante.brassens, j'ai pas besoin de les player, @gmail.com. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, très bonne journée à tous. Merci et restez sur l'antenne du 102.9 FM. À très bientôt. Les gens qui voient nous travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents et les ventripotents. Mais c'est une absurdité car à la vérité ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, en des putes bien sympathiques.